Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo point ciné. Celle des films que j'ai été voir au mois de juillet. J'ai pas pu vous faire de vidéo début février pour vous parler de ça puisque j'étais en break. Mais je rattrape mon retard aujourd'hui et on va parler aujourd'hui de 6 films que j'ai été voir en salle pendant le mois de juillet, de janvier plutôt. Puis tantôt je dis juillet je crois. Vous connaissez le concept donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti, on commence avec le premier film. Et pour le premier film on va partir sur un film d'animation que vous pouvez tous voir chez vous si vous avez Disney+, puisqu'il est disponible depuis maintenant quelques mois sur Disney+. Je suis vraiment en retard, c'est abusé. Je parle évidemment du dernier film d'animation de Disney, le film Encanto, la fantastique famille Madrigal. Ça fait maintenant plusieurs années que Disney et Pixar se tuent à vouloir aborder des nouvelles cultures, vraiment faire des films partout dans le monde. Ici, Encanto, ça se déroule en Colombie, si j'ai pas de bêtises. C'est un film qu'on peut facilement comparer à Coco. C'est pas les mêmes studios, c'est d'un côté c'est Pixar, de l'autre c'est Disney, mais on peut quand même facilement les comparer. Déjà, bon, l'animation c'est exactement la même. Les musiques, tout est bien plus marquant et qualitatif, pardon, dans Coco, ça c'est une évidence, mais il y a quand même des trucs qui ressemblent, les musiques, les personnages. Ouais, même la culture, etc. Enfin, voilà, c'est assez semblable. J'ai pas détesté le film, c'est loin d'être l'un de mes Disney préférés, mais vraiment loin de là. Mais j'ai quand même bien aimé, déjà pour l'animation en elle-même, franchement c'est magnifique, il n'y a pas de défaut, il y a rarement de défaut au niveau de l'animation chez Disney ou chez Pixar. Voilà, ils ont de l'argent, ils savent le gérer, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils font des films d'animation, c'est le 60e là, Encanto, donc voilà, ils sont habitués, ils ont de l'expérience et de l'argent. Donc voilà, on va pas non plus les féliciter de ouf. Une histoire divertissante, c'est ce qu'on demande hein, quand on regarde un Disney, c'est de se divertir. On en demande un peu plus quand on regarde un Pixar, mais là c'est pas un Pixar, donc voilà, Osef. Non, très divertissant, très bien rythmé, ça passe assez vite. Musicalement, il y avait un énorme potentiel, mais vraiment énorme potentiel. Parce que voilà, ça se déroule en Colombie, c'est pas des musiques comme chez nous, c'est un petit peu comme pour Coco, il y avait un énorme potentiel au niveau des musiques, et là par contre, ils l'ont très bien utilisé. On peut pas forcément en dire autant d'Encanto, il n'y a aucune musique mémorable. Il y en a une dont je me souviens, c'est la musique principale où Mirabel présente sa famille, donc c'est au début du film. C'est la seule dont je me souviens, le reste je n'ai aucun souvenir. C'est pas comme Coco où là je me souviens de la plupart, peut-être même toutes les musiques du film puisqu'elles sont toutes marquantes. Zéro prise de risque en général. Voilà, on peut vraiment, ce film c'est vraiment un mélange entre Coco, donc pour son style musical, artistique, la culture développée et tout. Vaiana pour l'aspect éco-responsable du film. Via le personnage de Mirabel, on retrouve aussi pas mal de Elsa dans La Reine des Neiges. Elle essaie de revenir, elle essaie aussi de se débrouiller seule, même si elle est innocente et tout, enfin bref. Voilà, ça ressemble. Donc c'est vraiment un mélange entre Coco, La Reine des Neiges et Vaiana. Voilà, encore une fois, loin d'être un des meilleurs Disney, mais c'est divertissant, c'est beau à regarder. Malheureusement, voilà, niveau des musiques et niveau du scénario, ça laisse à désirer pour moi, mais voilà, rien d'alarmant non plus, et ça reste un bon divertissement. Je comprends pas qu'il soit nommé par contre à l'Oscar du meilleur film d'animation et au BAFTA du meilleur film d'animation. Je comprends pas, mais bon, c'est Disney. Il y aura jamais de la vie une année sans un film de Disney à l'Oscar ou au BAFTA du meilleur film d'animation. C'est dommage, parce que là, franchement, il n'y a vraiment rien à dire de particulier en fait. Si Encanto gagne l'Oscar, comment est-ce qu'ils vont justifier ça quoi? C'est pas possible. Enfin bref. Justement les Oscars, les BAFTA, parlons-en, il y a pas mal de films qui sont nommés dans ces deux cérémonies dont on va parler aujourd'hui, on a déjà parlé d'Encanto, on va parler d'un deuxième film maintenant, pas un film d'animation cette fois, un film qui n'a pas non plus tant de nominations que ça, parce que en soi oui c'est un bon film, mais voilà, c'est pas non plus la révélation de l'année, c'est pas le film de l'année, mais franchement j'ai bien aimé quand même. C'est le film House of Gucci de Ridley Scott. Une sorte de biopic sur la famille Gucci, sur la femme de Maurizio Gucci, je pense, c'était ça son prénom, je sais plus du tout. Je pense que c'était ça, qui a du coup assassiné son mari. Mais avant de nous parler de ça, on nous parle bien sûr de la maison Gucci, de la marque, des relations qu'entretenaient les différents membres de la famille Gucci. Donc une sorte de biopic très intéressant, c'est très bien expliqué, c'est très clair. Autant il y a beaucoup de biopics à l'heure actuelle, ou même des films historiques ou des trucs ainsi qui vraiment c'est expliqué de manière très bordélique. Surtout que cette année Ridley Scott a quand même fait The Last Duel, qui est un putain de chef-d'œuvre bien sûr, mais narration très bordélique. Là il fait un biopic et
vraiment pas du tout la même narration, vraiment quelque chose de beaucoup plus carré et beaucoup plus facile à comprendre. J'aime beaucoup Lady Gaga, je trouve que c'est une actrice géniale, enfin à la base c'est une chanteuse, je l'aime pas particulièrement en tant que chanteuse. En tant qu'actrice, franchement je l'aime beaucoup dans The Star is Born, je trouve qu'elle est incroyable, et ici dans House of Gucci, elle est toujours incroyable. Il y a une assez grosse polémique, enfin grosse, il y a quand même une polémique sur sa non-nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est nommée par contre au BAFTA de la meilleure actrice. Est-ce que ça me choque qu'elle ne soit pas nommée à l'Oscar de la meilleure actrice? Mais pas du tout. Franchement, on va pas déconner. Elle joue très bien dans ce film. C'est une très bonne actrice. Elle est très charismatique, très charmante, tout ce que vous voulez. Mais les gars, on parle d'un Oscar là. Il y a aussi Alana Haim qui est pas nommée à l'Oscar de la meilleure actrice et du coup, là aussi, ça porte la polémique porte aussi sur ça. Enfin, les gars, merde. Licorice Pizza est un très bon film, enfin, c'est un bon film, elle joue très bien dedans, mais merde, on parle d'un Oscar. Je sais pas si les gens savent encore ce que c'est un Oscar à l'heure actuelle, enfin bon, bref. Adam Driver, évidemment, que dire sur Adam Driver, ce mec est absolument parfait, très bon acteur, il joue très bien. Jared Leto est très drôle, mais vraiment très drôle, il imite un accent, mais nul, mais vraiment nul, c'est vraiment un personnage qui est vraiment nul, mais c'est le but de ce personnage. Il est assez drôle je trouve, et l'acteur vraiment ça se voit, il se donne à fond. Al Pacino, que dire, c'est Al Pacino. Il y a qui d'autre, il y a Salma Hayek, rien à dire non plus. Bref, un très bon casting comme c'est souvent le cas dans les films de Ridley Scott, surtout en ce moment. D'ailleurs Ridley Scott, parlons-en, excellente réalisation bien sûr, belle photographie, direction artistique, rien à dire. The Last Duel et House of Gucci, donc les deux films qu'il a sortis en 2021. Rien à dire quoi. J'aurais quand même aimé que le film parle davantage de la marque Gucci en elle-même, de Gucci, et pas uniquement des relations qu'entretenaient les membres de cette famille, parce qu'en soi, on va pas se mentir, le meurtre du personnage de Lady Gaga sur le personnage d'Adam Driver, ok, c'est pas un spoiler, ça fait partie du pitch. Ok, ça c'est intéressant, on veut savoir pourquoi et tout, donc c'est très important de nous parler des membres en eux-mêmes de la famille Gucci, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui ont été voir le film pour Gucci, parce qu'ils aiment cette marque, parce que voilà, ils aiment la mode ou je sais pas quoi, et franchement, si vous allez voir ce film pour en apprendre plus sur la marque Gucci, n'y allez pas. Bon, déjà, le film est plus au cinéma, mais bref, ne regardez pas le film, ça, vous allez vous perdre votre temps. Est-ce que je trouve ça dommage? Personnellement, je m'en fiche un peu, parce que la marque Gucci, je m'en fous. J'ai pas de vêtements Gucci dans ma chambre, j'ai rien du tout de Gucci, je m'en fous de cette marque, je la connais pas et j'ai pas envie de la connaître. Mais pour un film qui s'appelle House of Gucci, je trouve ça dommage qu'on ne parle jamais de la marque. On ne parle que de la famille, comme si Gucci c'était même pas une marque de vêtements, comme si c'était juste une famille de timbrés quoi. Film malheureusement, et c'est pour ça que je peux pas dire que c'est mon film préféré de l'année, c'est pour ça que c'est un film que j'ai aimé, mais j'ai quand même, voilà, où je reste légèrement mitigé. C'est parce que le film est vraiment très très long. Très lent. Le film dure je crois 2h40, ce qui est déjà assez long, hein, même quand c'est bien rythmé, 2h40 c'est assez long. Sauf que là il est même pas bien rythmé. Donc vraiment les 2h40 ressenti 3h30, même plus. Il y a que vers la fin, vers le dernier tiers du film où tu as vraiment un déroulement divertissant. Le reste c'est vraiment très lent, on t'introduit les personnages de manière très détaillée certes, et très bien faite, ça y a pas de problème, mais très très lente. Et il n'y a pas grand chose, niveau du scénario, il n'y a pas grand chose à dire de positif. Il n'y a pas grand chose à dire de négatif non plus, à part le rythme. Mais du coup, voilà, comme il se passe pas grand chose durant tout le film, comme il se passe presque rien, bah il n'y a pas grand chose à dire. Et c'est dommage parce que, putain, le potentiel quoi. Et donc voilà, j'ai quand même bien aimé le film, n'hésitez pas à le regarder, je pense, franchement oui, c'est un film qui a bien marché et qui je pense pourrait bien sûr vous plaire parce que c'est pas un mauvais film, mais voilà, perso je reste un peu sur ma faim, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé, mais sans plus non plus. Enfin bref, vous avez compris. On poursuit avec un film qui a bien plus fait parler encore, non pas pour le charme de Lady Gaga ou le charisme d'Adam Driver, pardon, mais pour un sujet traité, mais qui est juste incroyable, incroyablement drôle et en même temps qui fait réfléchir. C'est un film qui a été distribué par Netflix, mais que perso j'ai pu voir au cinéma. Il me semble qu'ils l'ont sorti dans les deux, hein. Dans la plupart des cinémas il y a eu des projections, mais il est sorti sur Netflix fin décembre.
et beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens l'ont aimé. Il est nommé dans pas mal de catégories aux Oscars. Je parle du film Don't Look Up d'Eni Cosmic. Parlons directement du casting comme ça c'est fait. Que dire? Le casting est juste magistral. Et bien sûr, DiCaprio est clairement l'un des meilleurs acteurs que le cinéma n'ait jamais connu, et à l'heure actuelle je pense que personne ne peut l'égaler. C'est le meilleur acteur en ce moment au monde, c'est sûr et certain. Il n'est pas nommé à l'Oscar malheureusement parce que sa performance n'est pas non plus... Voilà, il a eu plein d'autres performances qui méritaient une statuette, celle-là pas forcément, donc ils se sont dit on va pas le nommer, ça sert à rien. Et ils ont raison. Par contre, il est nommé au BAFTA du meilleur acteur, pourquoi pas. Dans tous les cas, nommé ou pas, peu importe la cérémonie, il est excellent dans le film. Comme d'hab, il n'y a évidemment aucune surprise, je m'attendais pas à avoir une performance de merde, bien sûr. Et c'était aussi le cas de Jennifer Lawrence. Ouais. Moi j'adore cette actrice et voilà, c'est pas sa meilleure performance non plus, c'est comme DiCaprio, mais merde, c'est quand DiCaprio et Jennifer Lawrence dans le même film, ça fait des étincelles quoi. Il y a aussi Meryl Streep qui est, que personnellement j'aime pas, mais qui est vraiment bonne dans le film, même si je déteste son personnage. Il y a Jonah Hill, il y a Timothée Chalamet aussi, qui n'apparaît pas beaucoup non plus d'ailleurs, mais bon, bref, un casting 5 étoiles. C'est Adam McKay qui réalise ce film, c'est un metteur en scène qui a l'habitude de faire des films décontractés, drôles dans la forme, mais sérieux dans le fond, des thématiques très sérieuses qui sont abordées, mais de manière légère pour attirer plus de gens. Hein, au final, il fait ça bien sûr très bien avec Don't Look Up. C'est un film qui traite de la manipulation des médias, de comment le monde médiatique fonctionne à l'heure actuelle, qui n'est pas forcément... c'est pas un monde forcément partial et objectif. Il y a souvent, et je dis pas que c'est vrai pour tous les types de médias, mais la plupart des médias, c'est vrai, voilà, ont tendance à modifier la perception des nouvelles ou de ce qu'ils doivent annoncer. Abus politique. C'est clair que voilà, il le fait de manière assez extrême, une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Bon, je pense que si ça arrive un jour ici, aucun média n'ira dire non, elle s'écrasera pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème et tout. Évidemment que si on voit une météorite qui s'écrase sur nous, on va tous paniquer, médias y compris. Donc c'est fait de manière extrême, c'est une fiction, faut pas l'oublier bien sûr. Mais ce qui se passe dans le film, sur le plan médiatique, ce qui se passe dans le film, ça se passe tous les jours, ici, même pour des nouvelles moins graves. Niveau effet visuel, si on enlève la dernière scène du film, la scène intergénérique, il n'y a rien à dire, honnêtement, c'est très bon. Par contre, la scène intergénérique, mon dieu, je vais pas la spoiler parce que, enfin voilà, elle spoil clairement le film, mais catastrophe. J'ai failli gerber. J'étais vraiment déçu parce que tous les effets visuels du film avant étaient, voilà, il y avait rien à dire quoi de négatif, et là franchement ça a tout gâché malheureusement. Il y a un truc que j'ai pas forcément apprécié, qui m'a un peu gêné, c'est les similitudes entre le scénario de Don't Look Up et le scénario d'Armageddon. Armageddon, bon, que vous connaissez, hein, le but d'Armageddon c'est quoi? C'est d'empêcher qu'une météorite s'écrase sur la Terre en allant la détruire dans l'espace pendant qu'elle s'écrase sur la Terre, donc pour empêcher qu'elle s'écrase sur la Terre, c'est ça le but de l'Armageddon. Et bah, dans Don't Look Up, c'est ce qu'ils essaient de faire aussi. C'est pas ce qu'ils essaient de faire durant tout le film, comme Armageddon, mais t'as une bonne partie du film qui se concentre sur ça, et il y a un moment je me suis vraiment dit, je suis vraiment en train de regarder le Armageddon du pauvre. Quelque chose d'autre qui m'a déçu dans le film, c'est la fin. La morale est beaucoup trop implicite, la fin en elle-même est beaucoup trop prévisible. Vraiment, je le sentais venir à des milliers de kilomètres, c'était sûr et certain que le film allait se finir comme ça. Donc voilà, j'ai pas eu la surprise de la fin malheureusement. Et pour ce qui est encore une fois de la scène intergénérique, elle n'avait absolument aucun intérêt d'être là. Donc ouais, au niveau de la fin, je reste sur ma fin. Mais j'ai bien aimé le film, c'est un film qui est important à voir. Je pense que voilà, beaucoup d'entre vous l'auront vu parce que c'est un film qui a beaucoup fait parler récemment. Et rien que pour le casting, il faut le voir ce film. Franchement, moi si j'étais le voir, c'est pour le casting. Hein. S'il n'y avait pas DiCaprio, Lawrence, Chalamet et tout, je sais pas si j'aurais été le voir. On passe au 4e film, et celui-là, je pense que vous attendez mon avis sur ce film depuis très longtemps. C'est clairement le blockbuster de l'année 2021. Il est encore au cinéma à l'heure où je vous parle, donc vraiment il marche très très bien. Il est sorti en décembre. Surkiffé, comme tout le monde. Ce film a fait l'unanimité. Niveau box-office, il est en train de tout exploser. Il est, je pense, presque dans le top 5 mondial, donc c'est, enfin, mondial historique. Le top 5 avec Avengers Endgame, Avatar et tout. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur ce type de film. Évidemment, je parle de Spider-Man No Way Home, qui est, vous le savez sans doute, le dernier film du Marvel Cinematic Universe et le 3e opus de la trilogie Spider-Man
avec Tom Holland. J'avais fait un live qui parlait de ce film quand on a su pas mal de choses dessus. Un live dans lequel je disais que j'étais très mitigé et que au fond j'avais pas envie de voir ce film parce que pour moi ça allait être un vrai fanservice sur pattes et je trouvais pas ça intéressant d'un point de vue artistique de nous proposer ce film. Est-ce que j'avais tort? Non. En revanche, est-ce que mon avis sur le film a changé en l'ayant vu? Totalement. Est-ce que je me suis fait avoir par le fanservice du film? Je pense honnêtement que oui. Je pense que voilà, on est un peu tous dans le cas. Le film en lui-même n'a rien d'un chef-d'œuvre, n'a rien de... Voilà, c'est un film Marvel normal, j'ai envie de dire. Il n'y a rien d'artistiquement spécialement notable. Le film ne s'émancipe pas par rapport aux autres films du MCU, ou même les autres films Spider-Man, ou même les autres films de super-héros. Je vais spoiler le film bien sûr, parce que je pense que tout le monde l'a vu, et même ceux qui ne l'ont pas vu savent très bien ce qui se passe dans le film. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film, ils interprètent tous les deux leur version de Peter Parker. Quand j'ai vu la scène de Andrew Garfield qui enlève son masque, mais j'étais comme un ouf intérieurement, et après quand il y a Tobey Maguire qui est arrivé, enfin c'était un truc de malade. Et encore, il n'y a pas que eux qui reviennent, même si on le savait déjà depuis longtemps. Alfred Molina revient pour Octopus, William Dafoe pour le Bouffon Vert, Thomas Haden Church pour l'Homme Sable, Jamie Foxx pour Electro, l'acteur du lézard, j'ai oublié son nom, il est là aussi. C'est un vrai fanservice, c'est vrai. Mais enfin voilà, déjà casting de ouf. Tous ceux que j'ai dit, plus Benedict Cumberbatch pour Doctor Strange, Tom Holland pour Spider-Man, le Spider-Man du film, Zendaya, enfin bref, c'est casting, mais c'est même plus que 5 étoiles à ce niveau-là. Mais bon après, voilà, c'est surtout une histoire de licence et de contrat, donc c'est encore différent. Il y a un truc que j'ai quand même trouvé dommage, tout est trop tourné vers l'humour. Là c'est un film sérieux quand même, enfin, oui, c'est censé l'être, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vannes, rien que la scène dans laquelle Andrew Garfield et Tobey Maguire arrive sur notre terre à nous, enfin, arrive chez Ned. En imaginant Andrew Garfield et Tobey Maguire revenir en tant que Spider-Man dans ce film, je m'étais vraiment imaginé une scène ultra épique avec les frissons de ouf et des trucs, enfin, où vraiment tout le monde allait hurler. Tout le monde a quand même hurlé, il y a eu des frissons de ouf, mais la scène en elle-même est vraiment anodine. Andrew Garfield et Tobey Maguire arrivent dans la cuisine de Ned et discutent avec Ned et MJ, c'est tout. Il n'y a rien d'épique et de vraiment qui pouvait vraiment me mettre des frissons de ouf. Ce qui m'a mis des frissons, c'est le fait qu'ils arrivent, bien sûr, mais j'ai vraiment trouvé ça dommage de faire une scène humoristique avec ça, quoi. C'est un truc qu'on attend depuis des années. Tout n'est pas forcément très clair au niveau du scénario, il y a des trucs qui sont pas forcément expliqués. Par exemple, le multivers, donc qui est au cœur du film, est ouvert à cause du sort de Doctor Strange au début du film, qui ne servait pas du tout à ça à la base. Le fait qu'il rate ce sort ouvre le multivers. Ok, ça n'a au fond pas vraiment de sens, c'est pas vraiment lié, le fait de vouloir effacer la mémoire de tout le monde et le fait de vouloir ouvrir le multivers, ça n'a pas forcément de lien, j'ai pas compris. Le film est par ailleurs extrêmement bien rythmé, aucun bout de gras, mais aucun temps mort, rien du tout. Tout est extrêmement divertissant de la première à la dernière seconde. Il y a beaucoup de trucs dans ce film, il y a beaucoup de personnages qui reviennent, que ce soit des méchants ou des super-héros. Voilà, que ce soit les Spider-Man ou Doctor Strange. Pour les méchants, voilà, il y a tous les méchants des précédentes franchises qui sont là. Donc il y a beaucoup de personnages qu'on connaît déjà et qu'on avait envie de revoir qui sont dans le film. J'avais peur par conséquent que Tom Holland se fasse vraiment voler la vedette par autant d'acteurs incroyables et de personnages charismatiques qu'on connaît tous depuis très longtemps. Heureusement c'est pas le cas, il garde son statut de star du film et ça j'ai trouvé ça très cool parce que scénaristiquement je pense que ça a pas dû être facile de tout mettre dans un seul et même film en rendant le rôle principal quand même à Tom Holland. Bref, l'un des meilleurs films du MCU sans doute, j'ai vraiment adoré, bien sûr le meilleur Spider-Man, l'un des meilleurs films Spider-Man, peut-être le meilleur même, je sais pas, enfin ouais. En tout cas un des meilleurs films du MCU ça c'est sûr, un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu, celui avec, enfin sûrement celui qui m'a donné le plus de frissons. On passe au cinquième film, au cinquième et avant-dernier film. Le quatrième opus d'une saga qui à la base était une trilogie, une très bonne trilogie que j'aime énormément, qui est sortie il y a plus de 20 ans maintenant au cinéma, et qui était absolument cultissime et qui à mes yeux a vraiment été gâché par ce quatrième opus qui n'avait déjà pas lieu d'être, voilà, je comprenais pas l'utilité de faire ce film, ils l'ont fait, et c'était à mes yeux une vraie catastrophe. Je parle bien sûr du quatrième opus de la saga Matrix, de Matrix Resurrections. Je comprends toujours pas pourquoi, mais je pense que c'est Lana Wachowski, donc une des deux sœurs Wachowski, donc les deux nanas, à la base c'était des hommes,
qui ont réalisé les films Matrix, les trois films Matrix. Là, il n'y a que Lana Wachowski qui revient. Elle réalise et écrit ce quatrième opus. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. La fin de Matrix Revolutions n'était pas vraiment une fin ouverte, c'était une fin de trilogie normale qui ne devait laisser place à aucune suite. D'ailleurs, il n'y en a pas eu pendant 20 ans, c'est pas pour rien. J'ai pas compris pourquoi faire un quatrième film, quelle allait être l'insérer, et après avoir vu le film, j'ai encore moins compris. Il y a quelques détails, j'ai envie de dire, dans le scénario qui m'ont plu. Dans ce film, Neo a quelques visions de la Matrix, de la Matrice, oui, de ce qu'il a vécu dans les 3 premiers films, mais est quand même matricé et n'a plus vraiment de souvenir de ce qu'il a vraiment fait. Mais du peu dont il se souvient, il crée un jeu vidéo qui se base sur ça. Donc un jeu vidéo qu'il appelle Matrix, et dans lequel on est dans un monde dans lequel les robots ont pris le contrôle sur les humains après une guerre, et les humains sont plongés dans la matrice pour leur cacher cette défaite. Ce qui est vraiment le cas dans le film, hein. C'est vraiment ce qui se passe, puisqu'on est quand même dans le film Matrix. Mais le jeu vidéo que Neo crée, c'est aussi ça. Et je pense que dans le film, il propose à Neo de lui acheter les droits de son jeu pour en faire une suite, ce qu'il refuse, puisqu'il ne voit absolument pas l'intérêt d'une suite. À part pour faire plaisir aux fans. Autrement dit, le film se fout complètement de sa propre gueule, et j'ai trouvé ça très cool. Il y a aussi quelque chose qui est très différent par rapport aux 3 premiers Matrix. Dans les 3 premiers Matrix, c'est une photographie qui est très terne. Visuellement, c'est culte bien sûr, et c'est devenu mythique par la suite, mais c'est vrai que visuellement, il n'y avait pas grand chose de recherché, à part au niveau des effets spéciaux bien sûr, mais je parle vraiment de l'aspect esthétique du film en lui-même. Là, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes, c'est une photographie qui est beaucoup plus travaillée, je trouve, et c'est pas forcément quelque chose de plus intéressant, parce qu'en soi on s'en fout un peu dans un Matrix de la photographie. Je trouvais ça cool. J'étais sceptique à la base, je me suis dit on est trop dans l'aspect blockbuster et tout, j'ai peur que vraiment on quitte l'univers Matrix comme on le connaît, ce qui au final s'est passé un peu, mais pas à cause de ça, pas à cause de l'aspect esthétique du film. Il y a un truc qui est très drôle et en même temps très triste avec ce film, c'est que il est encore plus difficile à comprendre en ayant vu les 3 premiers qu'en ne les ayant pas vus. Déjà, la trilogie Matrix, on va pas se mentir, c'est pas les films les plus simples à comprendre. Même moi, j'ai dû les voir plusieurs fois avant de vraiment bien comprendre tout. Maintenant, ça va, mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas les films les plus simples à comprendre. Celui-là, mon Dieu, c'est 1000 fois pire. Parce qu'en soi, la trilogie Matrix, c'est des films qui sont durs à comprendre juste parce que le scénario est complexe. Très bien écrit, c'est un univers qui est vraiment à part et tout, donc c'est très bien fait. Et justement, le fait qu'on ne comprenne pas le film après l'avoir vu 1 ou 2 fois, ça montre à quel point il y a une vraie recherche au niveau de l'écriture derrière. Christopher Nolan en est un autre exemple parfait pour beaucoup de ses films. Mais là, le 4e opus, c'est pas du tout ça. C'est pas que le film est impossible à comprendre parce que le scénario est complexe et parce que voilà, c'est juste parce qu'il n'a aucun sens. Surtout quand on a vu les 3 premiers films, il n'a absolument aucun sens par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe dans les premiers Matrix. Déjà à la fin de Matrix 3, Neo meurt, Trinity aussi, la matrice est réinitialisée, j'ai envie de dire, donc j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, entre gros guillemets, et là non, Neo revient, Trinity revient, on sait toujours pas comment d'ailleurs, enfin si, il nous explique comment, mais enfin ça c'est nul à chier, c'est pas du tout bien trouvé. La matrice, les gens recommencent à prendre l'existence de la matrice, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et avec Morpheus qui est devenu jeune, tout ça parce qu'ils n'ont pas pu se payer Laurence Fishburne et qu'ils ont dû prendre Yahya Abdul-Mateen 2. Enfin bref, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout cohérent, c'est trop compliqué à comprendre, et ça, j'ai vraiment détesté le film, en partie à cause de ça. Ouais. Même totalement à cause de ça en fait. Franchement, j'ai été très déçu, et je pense que je reverrai pas ce film de sitôt, parce que, ouais non, franchement il m'a déçu, et je vous le conseille pas, franchement. Pour le dernier film, on va partir sur quelque chose de plus soft, de plus mignon, de plus musical et surtout de meilleur, parce que putain, Matrix c'était vraiment une purge. Pour le dernier film de cette vidéo, je vais parler du dernier film de Steven Spielberg qui est nommé notamment à l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film, et le film en lui-même est nommé dans plein de catégories aux Oscars et aux BAFTA. Je parle bien sûr de West Side Story. West Side Story était à la base, il me semble, une comédie musicale, donc au théâtre, puis ils l'ont adapté en film dans les années 60-70, et ils l'ont, du coup, Spielberg a donc fait un remake. J'étais assez sceptique, j'aime bien les comédies musicales en général, il y a très peu de comédies musicales au cinéma qui m'ont déçu, donc je m'attendais, par rapport à la comédie musicale, je m'attendais quand même à aimer, et ça a été le cas.
J'ai adoré les musiques, j'ai adoré les chorégraphies, les chansons, j'ai adoré voilà, la manière dont les danses, dont les chansons sont rapportées par rapport à l'histoire. Franchement, j'ai trouvé ça parfait. Même si on va pas féliciter Spielberg ou même les scénaristes du film pour ça, parce qu'en soi, ils ont vraiment fait un remake copier-coller presque du premier film. Il y a à peu près tout comme style de musique dans ce film. T'as des musiques extrêmement touchantes par rapport au couple qu'il y a dans le film. J'ai oublié le nom des deux personnages par contre. Un couple un peu à la Roméo et Juliette. Enfin, je pense que vous connaissez l'histoire de West Side Story, c'est très semblable à Roméo et Juliette, sauf que c'est pas à Vérone, c'est à New York. Des chansons assez drôles aussi, notamment au début. La chanson des Jets, des chansons beaucoup plus entraînantes aussi avec les portoricains. Comme Roméo et Juliette, c'est ça un film qui mélange, bon déjà c'est un film d'amour, on va pas se mentir, qui est très beau, c'est la relation entre, comment il s'appelle, Tony et Maria est super touchante bien sûr. Les thématiques qui sont abordées dans le film, même si c'est un peu abordé de manière un peu extrême, c'est vrai, restent intéressantes. L'amour impossible entre deux, j'ai envie de dire familles rivales, c'est vraiment, c'est vraiment la même histoire que Roméo et Juliette. Enfin, moi je trouve ça très intéressant, je trouve ça... j'espère que ça n'existe plus, même si je sais que ça existe encore aujourd'hui, mais j'espère que ça n'existe plus ce genre de truc. Film très beau musicalement, scénaristiquement et aussi visuellement. Spielberg est un des meilleurs réalisateurs que le cinéma ait connu, ça c'est une évidence. Il fait toujours des bons films, la preuve. C'est très bien réalisé, c'est très beau, c'est très bien fait. La photographie est super belle dans la scène notamment où les portoricains chantent et dansent dans les rues de New York. Les couleurs, la lumière, tout est géré à la perfection dans cette scène. Et je pense vraiment que cette scène est le parfait exemple de presque la perfection artistique visuelle du film. Franchement, c'est un film qui est très beau. Le seul défaut assez gênant que j'ai trouvé, c'est le fait que certaines scènes soient accompagnées de musique pas du tout adaptée à la scène. Par exemple, il y a une scène, je vais pas la spoiler, mais il y a une scène assez... extrêmement sérieuse, pas vraiment drôle du tout. Mais la musique dessus, t'as l'impression que c'est la musique de Pee-wee Big Adventure. Et c'est assez gênant parce que tu sais pas comment percevoir la scène. Est-ce que tu te fies à ce que tu vois et du coup, l'émotion que tu vas ressentir, c'est plus de la tristesse et ouais, c'est ça en fait, plus quelque chose de négatif. Ou est-ce que tu te fies à ce que tu entends et dans ce cas-là, c'est plus quelque chose que tu dois prendre à la légère parce qu'au fond, si la musique est drôle, c'est que la scène ne doit pas être si terrible que ça. Donc vraiment t'es un peu perdu et voilà, il y a ça plusieurs fois dans le film et c'est vraiment assez gênant. Pour le reste, franchement, ouais, c'est un film qui est presque parfait. Franchement, à part ça, c'est vraiment un très beau film. J'aime beaucoup les comédies musicales de base, mais celle-là, je pense que c'est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée. J'espère qu'il repartira avec le maximum de statuettes aux Oscars. Et de toute façon, je serai là en direct sur la chaîne pour en parler. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets mon classement des 6 films que j'ai été voir donc en janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur les réseaux, abonner à la chaîne. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour la vidéo sur les Césars. Le soir même, on se retrouvera du coup pour le live sur la cérémonie des Césars. On débriefera en direct ce qui se passe. Et quelques jours après, mardi ou mercredi, je ferai une vidéo récapitulative sur la cérémonie. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!